Salut tout le monde, c'est Artemus. Alors aujourd'hui, 1er janvier 2024, Santa Monica, comme d'habitude, et il est 3h26, 15h26, et ce sera l'itération 37. Et il y a du monde au parc aujourd'hui, j'imagine que tout le monde se repose. Et j'espère que vous avez eu un bon réveillon. J'espère qu'il y a eu plein de souvenirs, des blagues à 2 balles, du vin pourri. Non, je déconne. Et donc voilà. Que dire en cette début d'année, plein d'espoir. J'espère que l'intelligence artificielle ne va pas prendre le contrôle, à moins que ce soit une bonne chose. Et puis plein d'espoir pour 2024. Je souhaite à tout le monde, moi y compris, on va dire du bonheur naturellement, de l'amour, de la joie, de la paix, de la sérénité, de la connexion, de l'harmonie et une réussite personnelle, individuelle et naturellement, peut-être le plus important, la santé et la prospérité. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir papoter aujourd'hui? Je me dis, j'ai un souvenir en 2011. Ouais, je crois que c'était en 2011. J'ai ce souvenir, c'est peut-être l'occasion d'en parler, mais je pense que je ferai une autre vidéo pour raconter cette histoire. C'est quelque chose qui m'est arrivé, qui est arrivé à moi et à ma famille à l'époque. Et c'était en 2011. Et je me suis retrouvé bloqué en France. Donc il faut savoir qu'à l'époque j'étais toujours sous visa. J'avais un visa O1. Et donc il fallait le renouveler, je crois, tous les 5 ans. Et normalement, voilà, j'avais en général mes visas, en tout cas ils étaient approuvés, et après, voilà. Et donc cette année-là, chose étrange, je ne le savais pas, j'étais complètement, on va dire, inconscient, je ne me doutais pas de tout ce qui pouvait se passer, j'avais une capacité d'anticipation qui était, on va dire, peut-être réduite, ou une forme d'innocence, ou d'inconscience. Et donc j'avais le cabinet d'avocats avec qui je travaillais pour qu'il puisse faire mon visa, me disent que tout va bien se passer, que voilà. Et c'était cette année-là que ma sœur a décidé de se marier en avril 2011. Et elle m'a demandé si je pouvais venir. J'ai dit ouais, ok, je viens. À l'époque, c'était déjà méga difficile dans mon couple. Donc toutes les actions que je faisais étaient vues par la lorgnette. J'avais du mal à... Mais j'allais tout de même pas ne pas aller au mariage de ma sœur. Donc je dis oui, bien sûr. Et cette année-là, c'est là où tout a eu un effet de boule de neige. Il y a eu un certain nombre d'événements, on va dire géopolitiques, qui ont été la cause d'une situation que j'ai vécue, qui a été d'être... voilà, je me suis retrouvé bloqué en France pendant à peu près 6 mois. Je vais essayer de la faire courte, mais je pense que un jour ça méritera une vidéo d'1 heure pour que je raconte tous les détails, parce que c'est super intéressant, super épique. Donc à l'époque, je vivais à Los Angeles, donc j'étais avec mon ex et j'avais mes adorables enfants en bas âge. Et donc je décide d'aller en France. Et je me dis je vais faire une pierre deux coups. Je vais aller pour le mariage de ma sœur en Tunisie et ensuite je ferai valider mon visa pour pouvoir revenir. Donc
Donc je mets mon cabinet d'avocat sur le fait de renouveler mon visa. Ils font le nécessaire, ils me disent tout va bien. Pourtant je me rappelle bien au téléphone, je lui dis vous êtes sûr hein, je préfère si jamais vous me dites qu'il y a un problème ou un doute, vous me le dites et puis j'annule. Ils m'ont dit non, allez-y. Donc en plus je paye le premium pour avoir mon visa rapidement. J'étais embauché dans une boîte de design à l'époque. Et donc je vais en France en pensant y aller pour une dizaine de jours je pense. Et donc j'y vais. Et là-bas j'arrive. Je me retrouve en Tunisie à fêter, à célébrer, danse du ventre, tout le bazar, tranquille, en totale insouciance. Avant d'aller en Tunisie, je vais à l'ambassade américaine en me disant je suis trop bien organisé. Et donc j'indique que je veux que mon visa soit validé. Et voilà. Et en fait non, j'ai fait ça je crois que à mon retour de Tunisie. Parce que ouais, je sais pas si oui, j'avais besoin de mon passeport. Donc voilà, je me retrouve en France, donc je vais en Tunisie. Ambiance de fête tunisienne, mariage, je sais pas combien de temps il a duré, 3 jours ou 7 jours. Je reviens en France et je vais à l'ambassade américaine pour demander pour avoir mon visa, qu'il puisse être validé. Et puis là, pour la première fois, à ma grande surprise, la personne au guichet me dit écoutez monsieur, je suis désolé de vous informer, ça risque d'être un peu plus délicat et que ça prenne un peu plus de temps. Et je lui dis c'est pas grave, j'attendrai quelques jours. Et donc voilà, et elle me donne un papier et là je lis Administrative Processing. Donc processus administratif j'imagine. Et c'est là que le début de mes aventures commence. Et c'était donc fin avril 2011. Et j'avais mes enfants en bas âge aux États-Unis. Et 3 jours passent, rien, une semaine passe, et là je commence à paniquer. Puisque je travaillais pour cette boîte aux États-Unis qui n'allait pas me payer à vitam aeternam. Et là, grosse angoisse. Donc déjà tension dans le couple bien relou. Grosse angoisse qui monte chez moi. Voilà. Et là, il m'aurait bien fallu, je pense, 1 semaine ou 2 pour commencer à passer en mode survie. Donc là, je me rends compte que ça va prendre un certain nombre de temps. Je commence à réfléchir et je me rends compte qu'il faut savoir que c'était dans la même année où il y a eu le Ben Laden a été tué. Je suis donc là en France en me disant oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et je réalise petit à petit que je fais mes recherches sur internet, j'essaie de comprendre ce terme obscur, administrative processing, parce qu'en fait il veut rien dire. En gros ça veut dire boîte noire et on verra bien. Je commence à faire des recherches approfondies, bref, et là je me dis il faut gagner de l'argent, ça devient un casse-tête incroyable. La boîte aux États-Unis me dit Atem, on est désolé mais on peut pas te payer comme ça sans que tu bosses. Donc il me coupe les vivres. Je me retrouve aux États-Unis, en France, à me dire mince, il va falloir que je travaille pour envoyer de l'argent à ma famille. Et je me retrouve dans une situation vraiment ultra difficile émotionnellement, c'était terrifiant. Et je pense à l'angoisse que pouvait vivre mon ex, parce que j'étais très sensible à ses sentiments, à ses ressentis, donc je me suis dit voilà, elle doit être... Et la manière dont elle exprimait ses angoisses, c'était avec énormément de colère et des choses qui m'affectaient gravement. Et je pensais à mes enfants qui étaient tout petits. Et donc je me suis dit, il va falloir que je gagne de l'argent. Et j'étais en France. Et moi, toute mon activité est aux États-Unis. Et là, je fais jouer tous mes contacts, tous les gens avec qui j'avais bossé à l'époque en France. Et un certain nombre d'amis m'ont aidé à prendre contact avec un des plus grands studios d'animation de Paris, MacGuff. Et là, je fais la connaissance avec les fondateurs. Je leur raconte mon histoire et ils me proposent de travailler sur un projet
Ils me proposent, ils m'ont donné le choix, ils m'ont dit est-ce que tu veux bosser sur un projet d'animation en 3D et moi j'ai dit oh non ça suffit les Mika en 3D, j'en peux plus. Et ils me disent ou sinon un documentaire pour un réalisateur israélien et je dis ok, j'étais plus intéressé d'avoir une connexion humaine avec un auteur, un réalisateur que d'être en production. Et donc là il y a des portes qui commencent à s'ouvrir, donc je me retrouve à faire la direction artistique d'un documentaire pour un réalisateur israélien. Et là je commence à vivre l'expérience à Paris avec un visa en attente. Et là je suis angoissé, mais je travaille, donc j'ai une activité, ce qui me permet d'envoyer de l'argent. En parallèle, je suis au téléphone avec mon ex quasiment tous les jours. Et j'angoisse pour mes enfants, j'angoissais pour mon couple en me disant voilà, ça va se terminer avec un divorce. J'ai pas vraiment eu, comme beaucoup de moments dans ma vie, dans les moments cruciaux, j'ai pas eu forcément le soutien émotionnel qui m'aurait été bien utile. Donc je suis entre différentes formes de pression. Je pensais à mes enfants qui ne pouvaient pas voir leur père, je pense à mon ex qui souffrait ce qu'elle devait souffrir et je me sentais seul parce que finalement j'avais l'impression que j'étais en mission, qu'il fallait que je réussisse cette mission. Et donc je me retrouve à bosser pour ce réalisateur israélien, à l'aider à faire la direction artistique de son projet et ensuite en parallèle je passe en mode instinct de survie, Jason Bourne, et je me mets à faire des recherches comme un malade. Il faut savoir que en fait, j'ai un cerveau particulier qui ne s'active que uniquement quand il est trop tard ou quand c'est une question de vie ou de mort. Au-delà de ces moments-là, je suis plutôt hamac, bière, tranquillou. Et donc là, je passe en mode Jason Bourne, j'enquête, je fais des recherches, j'enquête même sur mon cabinet d'avocat, je suis scandalisé. Je donne des coups de fil à l'avocate en exprimant son incompétence. Je me démène en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et là, donc au début, c'était du tâtonnement. Et je me dis, il y a un problème qui ne va pas, ça doit être l'ambassade américaine, ils font n'importe quoi. Et donc je suis là à 2 doigts de me dire de faire un procès. Donc j'écrivais du courrier que j'envoyais par fax à l'ambassade américaine, donc au consul. Je commence à creuser, je me rends compte que l'administrative processing c'est un terme flou qui a été créé par, qu'on appelle ça, les services secrets, le Homeland Security. Et je commence à me dire, oh là là, bordel. Et je commence petit à petit à vraiment être en mode énervé. Donc en parallèle, je travaillais pour MacGuff, où je vis des moments extraordinaires avec les fondateurs et le réalisateur israélien, à travailler tard, tout ça, et être à Paris, à me balader à Paris en chemise ouverte, tranquillou, terrasse, tout ce que j'aime de Paris, café, terrasse, restaurant, bref, je vis une assez bonne vie à Paris. Et même si mon cœur était ailleurs, auprès de mes enfants et de mon ex, j'étais tous les jours en mode ébullition, donc en mon cerveau à chercher des solutions. Je commence à me rendre compte que petit à petit qu'en fait c'était l'année de l'anniversaire du 11 septembre. Je commence à faire des rapprochements, je commence à me dire tiens, il y a quelque chose qui est louche, et je commence à comprendre, qu'en fait mon visa était bloqué comme un certain nombre d'autres, beaucoup de gens dans le monde, en Angleterre ou ailleurs, des académiciens, des professeurs, donc je n'étais pas tout seul. Et je commence à avoir des témoignages qui commencent à apparaître sur internet de gens qui disent je suis censé être en fac là aux États-Unis pour donner des cours, pour donner mon programme et j'ai pas de visa. Donc je commence petit à petit à faire des recherches autour du terme administrative processing. Et donc voilà. Et donc je continue mes pérégrinations et je me retrouve à taper un scandale avec mon cabinet d'avocat.
à envoyer du courrier virulent, me rendre compte qu'en fait mon avocate était déjà assez consciente des risques, puisqu'elle elle a fait des papiers sur la situation des visas et de leur renouvellement. Donc c'était pas une situation nouvelle, mais bon, elle voulait se faire du fric, et pour elle c'était quoi, un chèque de plus. Donc je commence à vraiment sentir la pression, parce que je me dis voilà, je sais pas combien de temps, et si tu attends et à la fin c'est un refus, tu vois. Et moi je pensais en permanence, chaque jour, chaque instant, je pensais à mon fils et à ma fille qui grandissaient sans leur père. Et j'étais là à me réfléchir, est-ce que voilà, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que j'allais rester aux États-Unis? Est-ce qu'il fallait rentrer d'urgence? Et donc les mois passent. J'ai ma sœur qui m'héberge à Paris, et donc j'avais l'impression d'être dans un film à la Minette Express. Et donc chez elle, j'ai pu dormir chez elle, et tous les matins je prenais ma douche, et je me rappelle bien, elle avait un savon de Marseille, un cube, et je me disais, j'espère que... Et tous les jours je me lavais avec le savon de Marseille, et je voyais le savon de Marseille réduire, et dans ma tête je me disais, j'espère que je vais pouvoir revenir aux États-Unis, retrouver mes enfants avant que le savon de Marseille disparaisse. Et donc c'était une manière pour moi, comme en prison, tu marques les jours. Donc là, la plus grande souffrance que j'ai vécue avec cette situation, c'est de ne pas savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter. Donc il faut savoir que quand j'ai commencé à pousser, à me dire qu'est-ce qui se passe et tout, on m'a donné un numéro de téléphone pour connaître l'état de ma validation de mon visa. Un numéro de téléphone qui est donné sur Washington. Donc il faut savoir que derrière le terme administrative processing, c'est en fait un terme, on va dire, illégal d'un point de vue des droits de l'homme dans le monde. C'est-à-dire c'est en fait un terme générique pour dire en gros, tu sais pas ce qui se passe, tu sauras pas, on n'a pas besoin de te le dire. Donc c'était un peu d'une certaine manière, c'était un peu une extension du Homeland Security. Donc on a celui qui subit entre guillemets les foudres du Homeland Security n'a pas de droit en quelque sorte. Donc je sens qu'il y a un truc super louche, en tourloupe, que je suis à la merci de l'administration américaine. J'essaye de me faire l'avocat du diable, et je comprends, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a l'anniversaire du 11 septembre. Et donc je me dis merde, il va y avoir un... Et donc j'imagine qu'ils prennent leurs précautions. Et donc je me retrouve cet été, l'été en 2011, toujours bloqué en France, à travailler sur ce projet hyper intéressant, à côtoyer du bon monde, des gens adorables. J'avais une équipe de gens hyper intéressants, des artistes, donc je passe des soirées avec le réal, on se marre bien. Et ensuite... Et donc on m'a donné un numéro de téléphone pour pouvoir connaître l'état de la situation de mon visa. Et en fait ce téléphone que j'appelais tous les jours, c'était un numéro aux États-Unis, à Washington, où en fait il y avait 2 ou 3 administrés. Et j'appelais et je leur donnais le numéro de mon visa, et je leur demandais où en était le lieu. Et donc tous les jours je recevais ce message: désolé monsieur, votre visa n'est toujours pas validé. Et avec les jours, j'ai commencé à... Les gens ne peuvent pas donner leur identité, toujours par rapport à l'idée de la boîte noire. Et donc je me suis mis petit à petit à reconnaître la voix des personnes. Et je me mets à reconnaître la voix d'une vieille dame à Washington, qui avait l'air sympa. Et donc je me retrouve à, tous les jours à appeler. En parallèle, je travaillais. J'étais pendu au téléphone parfois avec mon ex-femme pour avoir des nouvelles des enfants. J'avais toujours le coup près de la menace d'un divorce. Bref, ça a été, cette année-là, ça a été horrible. Donc les jours, les mois passent, et là je suis en train de me gratter la tête, me dire ça se trouve, voilà, je vais devoir rester en France. Donc je ne prends pas la décision
Et je me retrouve donc, je continue à bosser. Je reçois même à un moment donné un coup de fil de M6 qui me demande si, si je veux parler de ma situation pour leur émission, ça devait être Capital je crois. Et je suis au téléphone et je lui dis non, écoutez, j'attends mon visa, je vais pas aller danser sur les plateaux télé pendant que j'attends mon visa, tu vois. Donc la nénette bien déçue, donc je continue mes aventures en France, je commence à vraiment à être déçu par mon cabinet d'avocat, donc je commence à leur dire que c'est inacceptable, donc finalement je me retrouve après à interagir avec le fondateur du cabinet d'avocats, et donc l'avocate qui s'occupait de moi faisait plus partie du dossier, je pense qu'elle a été virée. Et à ce moment-là, je commence à chercher, à faire mon enquête et à leur dire je pense que je vais poursuivre le gouvernement américain, le Homeland Security, pour cette situation abusive dans laquelle je suis. Hein. Et là, j'ai mon avocat qui me dit mais vous êtes fou, personne n'a jamais fait ça, c'est pas possible et tout. Donc, il part pendant quelques jours pour faire ses recherches et 3 jours plus tard, il m'appelle, il me dit je pense que j'ai quelqu'un qui peut peut-être le faire pour vous, mais il va falloir allonger 15 000 $. Je lui dis non, j'ai pas les fonds, mais j'étais vraiment, si j'avais l'argent, j'aurais fait vraiment la procédure. Et donc voilà, donc je passe tous les détails pour raccourcir cette vidéo. Et plusieurs mois passent et on arrive en septembre. Il y a le discours de Barack Obama sur l'anniversaire du 11 septembre à New York. Et là je me dis oh là là. Et tous les jours j'appelle et je tombe sur la mamie qui me dit non monsieur, je suis désolé, votre visa n'a pas été encore approuvé. Une semaine après le 11 septembre 2011, rien. 2 semaines après, pendant le séjour, j'avais toujours des blagues du réalisateur israélien qui me dit Theb, tu sais, on a besoin de toi ici, et j'ai le bras long, on va tout faire pour pas que tu aies ton visa. Bref, les blagues d'un Israélien, que j'adore d'ailleurs. Et ensuite, 2 semaines passent et là je suis là de dire bon ben c'est la fin. Et donc j'étais à 2 doigts d'annoncer à ma femme de l'époque qu'il fallait plier les bagages et qu'on allait revenir en France. J'appelle un vendredi, 2 semaines après le discours de Barack Obama, j'appelle Washington le vendredi. Et là je tombe sur la mamie et elle me dit écoutez, normalement je suis pas censé vous le dire, mais vous m'avez l'air d'être quelqu'un de sympa et je pense que lundi vous aurez une bonne nouvelle. Et là je me dis waouh. Et effectivement, le lundi qui a suivi, j'ai eu mon visa approuvé, tamponné. Ensuite, et là voilà, je prépare tout pour revenir. J'ai le réalisateur qui me demande si je peux pas rester quelques mois et je lui dis non, faut que je retrouve mes enfants. Et ensuite, donc voilà, c'était bizarre. Donc moi qui étais complètement sur la lune, en stress tous les jours permanent pour revoir mes enfants, pour avoir mon visa approuvé, pour c'était marrant parce qu'à la fin, avant de partir de la compagnie, je voulais donner la gestion du projet à un des membres de l'équipe. Donc j'invite une des personnes là-bas à avoir un lunch, un repas à Paris avec elle, en tête à tête, pour qu'elle puisse prendre la relève, pour que je passe la main. Et je me rappellerai toujours, on est là, et donc elle connaissait pas les détails de mon histoire, donc je voulais lui faire un brief et lui dire voilà comment le projet maintenant, c'est elle qui allait le gérer et tout ça. Et je me rappelais toujours, on se retrouve au café et tout, et on s'assoit, et elle me dit bon Atem, je te préviens tout de suite, je suis lesbienne, donc si tu as des velléités, je lui dis mais non, je voulais juste qu'on se voit pour parler boulot. Hein. Et ça me faisait marrer d'avoir cette phrase qui sortait. Et donc voilà, j'ai pu la briefer sur le job, et donc elle a pu prendre la relève sur le projet.
moi, je repars aux États-Unis, à Los Angeles, complètement dépité, en me disant quelle expérience. Je l'avais verte avec les États-Unis. Et je reviens et je commence mes démarches pour demander une carte verte en étant quand même amer. Et puis finalement, les procédures de carte verte sont plus ou moins longues. Il y a tout un tas de papiers à faire, ça prend une éternité, ça coûte une blinde. Et je me retrouve donc voilà, à demander. Et l'année qui suit, je crois, ou un peu, je crois que c'était l'année qui suit, je suis pas sûr, c'était pas 2012 ou 2013. Et bref, donc procédure indéterminée, carte verte. Et puis j'apprends que le projet sur lequel j'ai bossé à Paris est nominé aux Oscars. Et là, je me marre. Et le réalisateur, Dror, vient à Los Angeles. Je le vois, on se balade ensemble, on mange au resto et tout. Et, il était venu pour faire la promotion de son film. J'informe le cabinet d'avocats que le projet sur lequel j'ai bossé a été nominé aux Oscars. Et là, il rajoute ça au dossier. Et 15 jours plus tard, j'avais l'approbation de ma carte verte. Donc voilà, on va dire que c'est une belle histoire qui finit bien. Donc finalement, j'ai réussi à avoir ma carte verte et qui me permettra quelques années plus tard d'avoir la citoyenneté. Donc, mais je ferai une vidéo plus longue, peut-être d'1 heure, où je raconterai tous les détails de l'expérience. Ça a été ultra épique. Donc voilà. Bon, en tout cas, bonne année à vous tous et je vous souhaite de tout réussir, vos relations, vos rêves, vos ambitions, et que 2024 puisse vous voir déployer vos ailes pleinement. Voilà. Donc à demain, si Dieu le veut. Force et honneur. Ciao. Salut.